Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député du Nord, coordinateur de la France Insoumise et vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vessaredon. Bonjour Fabrice. Bonjour Ariane. Vous êtes journaliste au groupe Bonjour. EBRA. Ce sont les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer par l'actualité internationale. Adrien Quatennens, la Turquie qui a annoncé hier une suspension des combats en Syrie, suspension d'une durée de 5 jours. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ? Écoutez, évidemment, c'est-à-dire que c'était un véritable massacre et là on a un cessez-le-feu. Donc il faut se méfier parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la pérennité de ce cessez-le-feu. Mais évidemment qu'il était urgent que ces combats puissent cesser. Se pose maintenant la question de la survie, y compris politique, du peuple kurde, dont vous savez qu'il est l'un de nos principaux alliés contre Daesh. Donc on a besoin maintenant de pouvoir voir concrètement quelles vont être les conséquences localement de ce qui s'est produit. Pour l'instant, réjouissons-nous du fait que les armes se taisent pendant 5 jours. Bon, les États-Unis ont joué un rôle assez complexe, ils se sont retirés, maintenant ils demandent aux Turcs de lever le pied. Et l'Europe dans tout ça? Bon, d'abord, je pense que c'est aussi en quelque sorte aussi un aveu de faiblesse de la part des Turcs, dans la mesure où les Kurdes ont bien résisté sur place, malgré l'offensive. Ce qu'il y a de très clair dans cette affaire, c'est Vous qu'on pensez que c'est une petite victoire des Kurdes? Je pense en tout cas que c'est aussi un aveu de faiblesse de l'armée turque. Qu'est-ce que vous entendez par aveu de faiblesse? Pardon ? Qu'est-ce que vous entendez par aveu de faiblesse? Je veux dire que, contrairement à ce qui a pu être pensé, la capacité sur place du peuple kurde à se mobiliser face à cette offensive est véritable et que peut-être l'armée turque n'avait pas envisagé avoir une telle résistance sur le terrain. Maintenant, la question, c'est celle de la diplomatie et on voit bien aussi tout le problème que ça pose. C'est que dans cette affaire, vous avez des puissances qui sont alliées au sein de l'OTAN, qui se sont retrouvés dans une situation absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait des forces spéciales françaises sur place qui ont été ciblées par l'armée d'Erdogan et par la Turquie, en quelque sorte, qui est également membre de l'OTAN. Et tout ça a démarré, c'est vrai, au moment où Donald Trump avait décidé de retirer ses troupes. Donc un allié finalement peu fiable, il faut le dire. Moi, je redis à cette occasion, bien évidemment, moi je redis à cette occasion que la grande question posée pour la France, qui doit jouer un rôle dans la construction de la paix, parce que la paix, c'est notre trajectoire et c'est une construction politique, c'est pas du régime de l'incantatoire, c'est avoir une indépendance. Vous savez, l'indépendance, c'est pas l'isolement en matière de géopolitique, sauf qu'en se fourvoyant dans tout type d'alliance, et y compris dans l'OTAN, on voit pas bien aujourd'hui encore quel est finalement l'intérêt pour la France, eh bien la France s'est rendue inaudible. Voilà ce qu'il s'agit de dire. Moi, je pense que la France... ça veut dire quoi? Que c'est quoi la solution? C'est l'Europe de la défense? Non, surtout pas. Ça veut dire que la France doit sortir de l'OTAN et retrouver son indépendance, puisque à travers le monde, la France est écoutée. Et elle est une puissance médiatrice. Elle est écoutée, mais pour qu'elle ait les moyens. Déjà, la première chose à faire pour qu'elle en ait les moyens, c'est qu'elle retrouve une forme d'indépendance qu'elle a aujourd'hui perdue, en se mettant à la botte souvent des intérêts des Nord-Américains. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Vous savez, l'OTAN, ça a été pensé pendant la guerre froide. Jusqu'à preuve du contraire, la guerre froide est terminée. On ne voit pas aujourd'hui quel est le sens profond de ce type d'alliance. Et dans un monde qui bouge extrêmement vite, la France doit pouvoir jouer son rôle et elle ne le peut que véritablement si elle retrouve cette indépendance. Selon vous, la France peut agir seule? Mais précisément, comprenez une chose, c'est que quand je parle d'indépendance en matière géopolitique, je suis plutôt favorable à l'idée que cette indépendance nous permette, en l'occurrence, de multiplier les contacts diplomatiques à travers le monde. C'est-à-dire que, pour moi, l'indépendance... Oui, mais l'indépendance, pour moi, c'est la condition, finalement, d'une diplomatie multipolaire. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'en étant sans cesse arrimé à l'OTAN, eh bien, la capacité de la France à agir, à avoir une voix singulière à l'échelle internationale est érodée. Et de la même manière, vous me parliez de l'Europe de la défense, mais vous savez que ce projet, il est de toute façon lui aussi complètement arrimé à l'OTAN et à la politique belliciste des Nord-Américains qui ont des intérêts économiques derrière tout ça. C'est une puissance économique qui, lorsqu'elle décline, déploie des moyens considérables dans l'armée et on voit bien après de quoi il en retourne avec parfois les fuites en avant belliqueuses dont nous n'avons pas besoin. Cette attaque en Turquie, elle a posé la question des djihadistes. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, était hier en Irak. Il a plaidé pour que les djihadistes étrangers, dont 60 Français, soient jugés sur place. Est-ce qu'il faut les juger là-bas, selon vous? Écoutez, moi, le droit international, en l'occurrence, dit que les crimes doivent être jugés là où ils ont été commis. Ça, c'est si on s'en tient au droit international. Moi, ce qui m'intéresse comme responsable politique, c'est la sécurité des Français. Et contrairement parfois à l'évidence et à ce que l'opinion publique entend, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, eh bien, plus ils se tiennent éloignés de nous, mieux c'est, et donc il vaut mieux qu'ils soient jugés sur place, moi, de manière très rationnelle, j'interroge la capacité à ce qu'ils soient jugés sur place. Est-ce que là-bas, les conditions de détention, de jugement,
sont optimales. La question mérite d'être posée. Si c'est possible de le faire dans de bonnes conditions là-bas, oui, mais très franchement, moi je vous le dis, vous n'en êtes pas convaincu. en tout cas, moi, au moment où s'est posé la question du rapatriement, il y a quelques mois, vous vous en souvenez, de certains djihadistes, moi je disais très clairement, ce qui doit primer sur la décision, c'est notre sécurité, donc la capacité à faire les choses correctement. C'est pas de savoir s'ils doivent être loin ou près. C'est notre sécurité, la sécurité des Français, ou c'est la justice équitable pour ces djihadistes? C'est d'abord et avant tout, compte tenu du fait que ces personnes ont retourné les armes contre nous et soient des adversaires, c'est d'abord et avant tout notre sécurité qui compte, bien évidemment dans le respect du droit, ça c'est évident. Mais sur la question de savoir où on les juge, c'est la capacité matérielle, je veux dire, à les juger et à détenir. On pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, des tribunaux internationaux ad hoc qui seraient déployés sur place. Mais la question qui doit primer d'abord et avant tout, c'est notre sécurité. Si les conditions là-bas permettent de les juger correctement et d'avoir de la détention, c'est très bien. Si ce n'est pas possible, pourquoi pas le faire ici? Et puis surtout, dire une chose, c'est que quand il y a des jugements, ça doit aussi nous servir en termes de renseignement pour recueillir de l'information, car nous n'avons pas fini jusqu'à preuve du contraire avec ces milices islamistes. Donc il faut pouvoir effectivement recueillir de l'information, c'est extrêmement important. On a assez peu parlé du renseignement, mais on a besoin de cela également. L'opinion publique est plutôt favorable à ce que ces djihadistes restent là-bas. Oui, mais pourquoi? Pour une raison qu'on connaît bien, et moi je suis d'accord avec l'opinion sur ce point évidemment. L'opinion publique, elle veut sa protection, sa sûreté, sa sécurité. Et bien évidemment, c'est mon souhait le plus complet que d'y concourir. Et donc je crois qu'il faut d'abord se poser la question, effectivement, de oui ou non, est-ce que ces jugements et cette détention peuvent être bien réalisés sur place ou pas? Si la réponse est oui, alors pas de problème, on les juge sur place. Si en revanche, nous n'avons aucune garantie, et que, y compris d'ailleurs, le retrait américain pose des problèmes en la matière, il faut pouvoir se poser rationnellement la question. Alors on va passer à un autre sujet. Le Brexit, un accord a été trouvé hier entre les 27 et le Royaume-Uni sur les conditions de ce Brexit. Est-ce que déjà vous réjouissez qu'un accord soit trouvé? Écoutez, il faut bien qu'on trouve une porte de sortie à cette situation. Maintenant, si j'en crois le contenu de l'accord, et y compris, il reste encore à passer l'épreuve du Parlement. Oui. J'ai vu que beaucoup de parlementaires britanniques considéraient que l'accord qui a été négocié entre l'Union européenne et Boris Johnson est un moins bon accord de leur point de vue que l'accord précédent négocié par Theresa May, dont on se souvient qu'il avait été largement rejeté au sein du Parlement. Vous êtes peu confiant. Donc l'affaire n'est pas terminée. Maintenant, ce qu'on voit dans les détails, c'est qu'on est en présence finalement d'un accord qui va ressembler ni plus ni moins qu'à un vaste accord de libre-échange, avec d'ailleurs une partie qui reste à négocier a posteriori si l'accord est validé par le Parlement. Bon, moi, plus globalement, la question du Brexit, elle pose la question de l'Union européenne et du fait que l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, se rend détestable aux yeux des peuples. Il faut dire les choses très franchement, pour des mots d'ordre qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, vous savez, il y a encore quelques années, quand on parlait de l'Union européenne, on se posait la question de savoir quel allait être le prochain pays qui allait rejoindre l'Union européenne. Aujourd'hui, ce qui lui a été reproché d'ailleurs, cette boulimie. Pardon ? Cette boulimie a été reproché à l'Union européenne. Oui, mais en l'occurrence, c'est plutôt les conditions de l'intégration qui posent question finalement. Parce que l'Union européenne aujourd'hui, disons les choses très franchement, c'est un idéal, l'Europe, auquel moi je souscris au départ. C'est-à-dire l'idée de coopération entre les peuples. Mais on voit bien qu'au fur et à mesure de la construction européenne, cet idéal a été largement dévoyé sur l'autel des marchés, de la concurrence libre et non faussée, d'une manière absolument idéologique et aveugle. Et aujourd'hui, s'il fallait résumer à grands traits l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, ce sont des pays qui ne sont pas harmonisés socialement, fiscalement, que l'on a empaquetés parfois de force. Les Français se souviennent du vote de 2005. Entre des traités qui en gros empêchent l'harmonisation sociale et fiscale, réduisent les capacités budgétaires, et on dit en gros c'est la compétition économique, battez-vous entre vous que le meilleur gagne. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc on voit bien aujourd'hui que sur un tas d'objectifs d'ailleurs que nous avons à réaliser. Moi je vous dis aujourd'hui par exemple la France a des capacités pour pouvoir ouvrir la voie d'une bifurcation technique pour faire la planification écologique. Oui, mais pour ça il faut investir considérablement. On pourrait le faire parce que les taux sont plutôt bas. L'Europe ne va pas assez loin finalement. Alors, dans l'harmonisation. Si vous m'écoutez bien, ce qui se passe, c'est que les traités européens, en gros, empêchent de mener une autre politique que la politique d'austérité budgétaire et la concurrence libre et non faussée. En gros, à peu près partout sur le vieux continent, peu importe pour qui vous votez, on l'a vu avec les expériences grecques et autres, systématiquement, la Banque Centrale Européenne, la Commission viennent sauter à la gorge des gouvernements pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alternative, soit toujours la même politique partout. Vous savez, en France, malgré la Ve République que je mets en cause,
puisque je veux passer à la 6e avec l'Assemblée constituante, si vous votez pour un président de tel ou tel bord politique, même dans ce cadre institutionnel, vous pouvez mener des politiques foncièrement différentes. L'Union européenne, aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, en gros, fonctionne comme une camisole de force qui empêche de mener d'autres politiques. Il ne s'agit pas de rejeter l'Union par principe, mais de dire que tant que ce sont ces traités-là qui sont en vigueur, eh bien l'Union européenne ne peut pas plaire au peuple. Elle ne peut que dysfonctionner. Mais pour finir votre raisonnement de tout à l'heure, vous nous disiez il y a quelques années, on se posait la question de savoir quel pays allait rentrer dans l'Union européenne. J'imagine que vous alliez nous dire aujourd'hui, on se demande qui va en sortir. Maintenant, on se demande quel est le prochain à vouloir sortir. Voilà, est-ce que pour vous, clairement, il y a un risque d'éclatement de cette Union européenne? Mais la dislocation est en cours, j'ai envie de vous dire. Parce que les Anglais sortent d'une union dans laquelle ils n'ont jamais vraiment voulu rentrer. Mais il n'y a pas que les Anglais. Vous voyez bien que régulièrement, lorsqu'il y a des scrutins à l'échelle européenne, on voit bien ce qui se passe. Il y a une défiance qui s'exprime envers l'Union européenne. Je veux dire, à la rigueur, si on parlait de dislocation de l'Union européenne, vous restez assis sur une chaise, vous regardez, et la dislocation, elle a déjà lieu, elle est sous nos yeux. Moi, je pense que véritablement, il est temps de se poser la question de la manière dont cette union fonctionne, et notamment de ses traités. On ne peut pas continuer, pour le dire, pour tailler le raisonnement à la serpe, à avoir une Union européenne qui est alignée sur les intérêts de quelques-uns, en particulier, je pense, aux intérêts du gouvernement allemand et de sa production particulière, de sa démographie particulière, face aux grands défis que nous avons à relever de toute façon, qui dépassent même d'ailleurs nos désaccords politiques. Je pense par exemple à la question du changement climatique. Il y a besoin de pouvoir investir et donc d'arrêter de respecter ces règles absurdes, notamment des 3% de déficit budgétaire, qui nous mettent en retard sur plein d'objectifs que nous pourrions réaliser. Enfin, il y a quand même plus enthousiasmant à faire, à mon avis, que la concurrence libre et non faussée et l'austérité budgétaire. Le fait que Sylvie Goulard ait été retoquée la semaine dernière, vous avez vécu ça comme un affront en tant que Français ou pas? Bon, d'abord, Sylvie Goulard en tant que telle, je crois que c'était pas une bonne candidate pour plein de raisons. Ouais. D'abord, du point de vue de ce que l'on vient de se dire et de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui et de ses travers de mon point de vue, Sylvie Goulard était un peu vraiment voilà, la bonne représentante de l'Union européenne telle qu'elle dysfonctionne de mon point de vue. Mais au-delà de ça, effectivement, je pense que sa candidature, compte tenu de la controverse autour des affaires, était en quelque sorte une provocation. Ça n'était pas possible pour elle. Mais bien évidemment, c'est une première dans l'histoire de la Commission que la candidature française soit rejetée. C'est donc un camouflet pour la France, mais en particulier pour Emmanuel Macron, dont on voit bien que les choix ne sont pas si évidents que cela aux yeux des dirigeants européens. C'est-à-dire on nous a beaucoup vendu la parole de la France au sein de l'Union européenne et un Emmanuel Macron qui serait rayonnant à l'échelle de l'Union européenne. On voit bien qu'aujourd'hui, et je fais le lien avec votre première question sur la Turquie et sur l'OTAN, on voit bien que la parole de la France, que ce soit au sein de l'Union européenne ou à l'échelle mondiale, elle est considérablement affaiblie. Nous avons perdu de notre capacité de rayonnement au service de grands objectifs, qu'ils soient économiques concernant l'Union européenne, écologiques ou géopolitique. Allez, il y aura encore beaucoup à dire sur l'Union européenne, mais il faut qu'on avance. Il y a beaucoup de sujets. On va parler de la réforme des retraites. Hier, Édouard Philippe était dans le Jura, à Lons-le-Saunier, pour discuter avec les citoyens de cette réforme des retraites. Et dans un document communiqué aux partenaires sociaux, Jean-Paul Delevoye, eh bien, il rouvre la discussion sur le délai de mise en œuvre de cette réforme. Est-ce que vous y voyez une ouverture au dialogue ou un recul? Non, j'y vois une entourloupe. C'est-à-dire qu'en fait, à mesure qu'on avance et que le calendrier approche du moment où, d'un point de vue législatif, ce texte devrait être étudié, à chaque fois, on a un gouvernement qui nous dit « rien n'est décidé, rassurez-vous ». Mais en fait, à coup de « rien n'est décidé », on va arriver jusqu'au moment où la réforme va passer. Et pendant qu'elle sera discutée, nous dirons « rien n'est décidé, rassurez-vous ». Non, en réalité, c'est que quand on regarde, y compris les débats qui sont menés sur la réforme des retraites, moi, je veux faire œuvre de pédagogie parce que l'essentiel n'est jamais dit aux Français. Tant que l'on arrive à se saisir des différents particularismes dans des exercices comme celui qu'on a vu hier avec Édouard Philippe et Jean-Paul Delevoye ou il y a quelques semaines à Rodez avec Emmanuel Macron, tant que le président de la République peut dire en quelque sorte « Madame, on va regarder votre dossier, on va s'occuper de vous », l'essentiel n'est pas dit et personne n'y voit clair sur cette réforme. Parce qu'on nous parle aujourd'hui du calendrier de la réforme, mais le problème, ce n'est pas le calendrier, c'est l'intention de ce gouvernement. Si je le résume à grands traits, en quelque sorte, la réforme des retraites par points, qui focalise tous les commentaires, c'est juste un outil au service d'un objectif politique qui n'est jamais avoué par le gouvernement. C'est que pour la première fois de l'histoire, notamment de la sécurité sociale, alors qu'à mesure que la population de ce pays a vieilli, on a toujours alloué plus de ressources au financement des retraites, tant et si bien que, y compris le taux de pauvreté des seniors a été contenu en France et que le système de retraite a plutôt tenu sa promesse. Mais aujourd'hui, pour la première fois, Emmanuel Macron veut opérer une rupture, alors que la trajectoire démographique montre qu'il va y avoir toujours plus de seniors, donc potentiellement toujours plus de retraites à servir. Emmanuel Macron a décidé de geler la part du PIB
la part de la production qui va être allouée au financement des retraites à 14%. Donc il va y avoir un décrochage en quelque sorte. Donc il faut bien la réformer, cette retraite. J'y viens, oui, parce que je ne défends pas le statu quo, je vais vous dire ce que je défends. Mais en tout cas, dire une chose, c'est que compte tenu de ce choix d'Emmanuel Macron, de bloquer à 14% du PIB la part des ressources allouées aux retraites, ça va provoquer un effet qui est mécanique, de toute façon. C'est qu'on va être toujours plus nombreux, démographiquement, à se partager un gâteau dont Emmanuel Macron nous dit il ne sera pas plus gros. Donc la retraite par point, une baisse des pensions. La retraite par point, mécaniquement, elle permet de se partager à toujours plus un gâteau qui ne sera pas plus gros. Donc pas besoin de 3h30 en bras de chemise pour comprendre du coup ce qui va se passer. C'est que mécaniquement, soit les pensions vont baisser, soit pour avoir le même niveau de pension, vous allez devoir mécaniquement et de génération après génération travailler plus longtemps. J'ai regardé dans le rapport de Levoy. Qu'est-ce que vous reprochez? C'est que les choses ne soient pas dites? Alors d'abord qu'elles ne soient pas dites. Alors qu'il faut travailler plus longtemps, il ne s'en cache pas, ça, Emmanuel Macron. Oui, mais si vous voulez, on biaise. On dit oui, il y a l'âge pivot de 64 ans. En réalité, j'ai regardé, c'est mécanique. C'est-à-dire que de génération en génération, cette affaire reporte de fait l'âge auquel vous pouvez partir avec une pension digne. Ma génération, par exemple, j'ai regardé par curiosité dans le rapport de Levoy, celle qui est de 1990, ça l'amènerait à travailler jusqu'autour de 66 et 3 mois. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi travailler jusqu'après l'âge d'espérance de vie en bonne santé. La retraite, c'est un modèle de société. Ce sont des choix qui concernent ce que l'on veut pour nos vieux jours, voyez. Et Emmanuel Macron fait en fait en quelque sorte de la vie des gens et de l'âge de départ une variable d'ajustement. Alors vous dites qu'est-ce qu'il faudrait proposer? Moi je vous le dis, mon souhait serait qu'on puisse avoir le raisonnement inverse. Plutôt que de se dire comment on partage un gâteau qui sera jamais plus gros, ce que fait Emmanuel Macron, c'est quels sont nos objectifs pour les vieux jours de la population française. Et moi j'en pose deux. Le premier, ce serait de faire en sorte que lorsque vous partez en retraite, ça ne signifie pas une diminution de votre niveau de vie, c'est-à-dire un maintien du niveau de vie à la retraite. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est déjà un petit peu le cas. Non, aujourd'hui, justement, ce qui va se passer, c'est que comme vous allez devoir travailler toujours plus longtemps, vous allez aussi partir à la retraite à un âge qui, de mon point de vue, n'est pas digne. Qu'est-ce qu'un âge digne pour partir à la retraite? C'est un âge auquel vous n'êtes pas cassé par le travail et auquel vous avez une espérance de vie en bonne santé qui est encore un peu plus importante. Ben moi, je pense qu'on devrait, et on peut le faire, financer la liberté de partir à 60 ans. La liberté, je dis bien. Et on peut le faire. Comment? Il y a des solutions à court terme de financement. Par exemple, puisque tout est lié dans l'affaire des retraites. C'est à la carte ce que vous proposez là. Pardon? C'est à la carte. Non, c'est de fixer deux grands principes. D'abord, quand vous partez en retraite, votre niveau de vie se maintient. Premier objectif. Deuxième objectif, liberté de partir à 60 ans. Et de considérer qu'effectivement, le progrès, c'est pas de travailler toujours plus longtemps. Comment on finance? Il y a des moyens, non mais pour être complet, il y a des moyens à court terme. Par exemple, vous augmentez les salaires. Rien qu'une augmentation de 1% des salaires, ça vous fait 2,5 milliards de cotisations en plus. Vous créez de l'emploi. Parlons de planification écologique. Vous créez 100 000 emplois en France, par exemple, c'est 1,3 milliard de cotisations en plus. Et après, vous dire une chose aussi, c'est que toutes les projections montrent qu'à long terme, il n'y a pas d'antinomie, si je puis dire, entre l'augmentation des salaires et l'augmentation du taux de cotisation. Il faut aussi réhabiliter aux yeux des Français ce qu'est la cotisation. Parce qu'Emmanuel Macron, quand il vous dit « j'augmente votre salaire en baissant la cotisation », en fait, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il vous met un peu dans la poche droite ce qu'il vous a pris dans l'autre poche. Les cotisations sont une part du salaire. Moins de cotisations, c'est un petit gain sur le salaire net, mais ça veut dire potentiellement moins de retraite demain, moins de santé. Il faut réhabiliter cette idée et on peut le faire, et je crois que c'est davantage cela le progrès que le projet d'Emmanuel Macron. Adrien Quatennens, autre sujet d'actualité très chaude, le port du voile islamique, notamment pendant les sorties scolaires. Il y a un projet de loi qui doit arriver, une proposition de loi qui doit arriver devant l'Assemblée pour interdire le voile pendant les sorties scolaires. Quelle va être votre position sur ce sujet? Je mets en garde contre le débat et le climat absolument abject que nous avons depuis quelques semaines dans le pays. Vous savez, on a cette impression désagréable que tout se vaut, que tout est à mettre sur le même plan. Et depuis 3 semaines, d'un débat sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron pour mettre en scène son face-à-face avec Madame Le Pen, jusqu'aux propos de M. Blanquer sur les petits garçons qui refuseraient de tenir la main des petites filles à l'école, en passant par cette humiliation absolument ignoble d'un élu d'extrême droite auprès de cette mère de famille qui accompagnait les enfants, on a un climat qui n'est plus rationnel du tout. Alors, s'agissant de la question des accompagnantes en sortie scolaire, oui. La solution, dans l'absolu, laquelle serait-elle? Ce serait que les personnes qui accompagnent soient des fonctionnaires. Parce que si ces personnes l'étaient,
elle serait soumise, comme la laïcité l'impose, à la neutralité qu'on est en droit d'attendre de nos services publics. Vous êtes sûr que c'est appliqué, ça, aujourd'hui, partout? Ben non, de fait, aujourd'hui, les personnes qui accompagnent en sortie scolaire ne sont pas des fonctionnaires. Et donc, quand on fait appel... Y compris dans la fonction publique. Dans la fonction publique, ça doit être appliqué. Et si ça n'est pas appliqué... Êtes-vous certain que ça l'est? Peut-être qu'il y a des endroits où ça n'est pas le cas, mais moi, ce que je vois en tout cas... Vous savez que ça existe? Oui, mais en tout cas, c'est extrêmement marginal, vous en conviendrez. Et puis partout où ça existe, on doit pouvoir faire rétablir ce que la loi a dit, c'est-à-dire la neutralité des agents qui personnifient le service et qui donc doivent se tenir à cette neutralité. Mais ça n'est pas sérieux de cibler, comme le font ceux qui vont proposer cette loi, toujours la même religion. Moi, je veux bien qu'on ait un débat sur les signes religieux. Et moi, d'ailleurs, je peux vous dire que pour la société, j'espère autre chose que l'exacerbation dans l'espace public des particularismes religieux multiples. Mais je ne suis pas d'accord. Et je refuse fermement que l'on stigmatise une religion et ses croyants comme le font certains élus. Ça n'est pas la République, vous savez. La République, la laïcité, c'est pas ce qui segmente, c'est pas ce qui divise, c'est même tout le contraire. Et d'une certaine manière, celles et ceux qui se parent derrière la laïcité ou la République pour ne cibler qu'une religion font aussi et portent atteinte et portent un coup dur à la République. Je termine, mais la laïcité, qu'est-ce que c'est? Il faut la rappeler un peu aux Français. La laïcité, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des citoyens qui ne veulent pas être triés selon leur appartenance à telle ou telle autre communauté supposée. C'est l'affaire des croyants qui ne veulent pas que l'État se mêle de leur foi personnelle. C'est l'affaire des non-croyants qui veulent revendiquer ce droit de ne pas croire. Bref, c'est ce qui permet de faire l'unité. Et je crois que ce qui est souhaitable, et j'en termine par là, d'abord et avant tout, surtout dans la période que nous connaissons, c'est l'unité du peuple français. Et c'est une condition, y compris pour faire face à ceux qui agressent la République. Merci beaucoup. Merci Adrien Quatennens.